Il existe un nombre fou d'adaptations de l'histoire de Frankenstein. Films, séries, livres, pièces de théâtre. Et pourtant, quand on pense à Frankenstein, on imagine souvent une créature rafistolée, avec des coutures plein le visage et des boulons plantés dans le cou. Mais en réalité, il n'existe pas qu'un seul Frankenstein, mais des milliers. Chaque époque, chaque artiste, chaque réalisateur a créé sa propre version du personnage. Et cette année, celui qui s'est prêté au jeu, c'est Guillermo del Toro. Alors forcément, je me suis demandé à quoi ressemblerait son Frankenstein. Et surtout, est-ce que moi, en tant que graphiste, je serais capable, sans même avoir vu le film, de créer l'identité visuelle de cette nouvelle création. Bon, posons les bases les amis, parce que je connais ni les films de Guillermo del Toro, ni l'histoire de Frankenstein. Ne me criez pas dessus, je vous explique pourquoi. Je suis une méga flippette. J'ai trop peur des films d'horreur, ça me fait faire des cauchemars et croyez-moi, l'une de mes passions dans la vie c'est de dormir, alors je ne vais pas m'infliger ça volontairement. Donc, ça va être un vrai défi pour moi cette vidéo. Non, sans rire, ça fait longtemps que j'ai envie de braver cette phobie. Et je me dis qu'il y a une certaine poésie dans l'horreur de Guillermo del Toro qui peut-être va apaiser le fait que j'ai très peur. J'ai passé la semaine complète à regarder ces films, des documentaires pour essayer de m'imprégner de cet univers et sachez que c'est la meilleure façon de vivre le mois d'octobre. Je suis dans mon mood d'Halloween à 1000%, j'adore. Alors pour vous plonger un peu plus vous aussi dans cet univers, voici quelques informations sur le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Guillermo del Toro. Depuis tout petit, il est fasciné par les monstres, pas comme des figures d'horreur, mais comme des êtres à part entière, souvent plus humains que ceux qui les rejettent. Il a commencé sa carrière dans les effets spéciaux et le maquillage de créatures avant de passer à la réalisation. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui a fortement marqué sa façon de faire, et d'ailleurs, dans le cadre d'une interview accordée à Variety, il dit que c'est hyper important de mettre en avant l'artisanat cinématographique et la présence des vrais décors. Il sait nous parler, Guillermo del Toro. Et sinon, son cinéma, on en pense quoi? Je sais pas si je dirais que ça fait vraiment peur, c'est plutôt des images qui sont très dérangeantes, voire cauchemardesques. Par exemple, la créature dans le labyrinthe de Pan, là, qui a ses mains comme ça avec les yeux, ça me traumatise encore. Sinon, concernant les films que j'ai vus, du coup, il y a le labyrinthe de Pan, Chronos, Hellboy, La forme de l'eau, et je me suis rendu compte que j'avais vu Pinocchio il y a quelques années de ça, et il y avait une superbe exposition au MoMA que j'avais faite à New York. J'espère que je vais retrouver des images pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait parce que l'exposition était vraiment trop chouette. Et surtout c'est du stop motion donc je sais que ça peut vous plaire. Concernant son esthétisme, j'ai retenu plein de choses qui caractérisent ses films. En termes de décor, il est passionné par le romantisme, le baroque et le gothique victorien. Il joue souvent avec des couleurs profondes, des rouges sombres, des dorés, des verts ternes et des bleus nuit. Ses lumières sont chaudes et créent beaucoup de contrastes. Elles sont souvent inspirées du clair-obscur ou des scènes éclairées à la bougie. On peut dire que son univers est aussi très texturé et moi c'est ce que j'adore. On y sent le velours, le laiton, la cire, la rouille, la poussière, la pierre humide. Ce que j'aime aussi c'est qu'il y a toujours une dimension très symbolique dans son travail, que ce soit l'œil, la main, l'horloge, le cœur, le sang, les ailes. C'est des symboles qu'il réutilise tout au long de sa filmographie. C'est extrêmement intéressant et je pense que ce sera une super base pour moi quand je vais devoir créer l'identité visuelle de son Frankenstein. Mais avant ça, il va falloir que je connaisse l'histoire, donc du coup, il va peut-être falloir trouver le livre. Avant que je vous raconte l'histoire de Frankenstein, j'ai une petite question pour vous. Écrivez-moi en commentaire le premier mot qui vous vient quand vous pensez à cette histoire ou cette créature, même si vous l'avez jamais vue. Pas besoin de trop réfléchir, juste ce que ça évoque pour vous. Gardez ce mot en tête pendant toute la vidéo et on verra à la fin si nos visions se rapprochent ou sont totalement éloignées. Et pour vous résumer l'histoire sans vous spoiler, Frankenstein, c'est l'histoire d'un jeune scientifique, Victor Frankenstein, qui veut percer le secret de la création de la vie. Petit spoil, il réussit à donner la vie à un être fabriqué de toutes pièces, mais il est tellement terrifié par le résultat qu'il l'abandonne. La créature est donc livrée à elle-même et apprend toute seule à parler et à penser. Mais elle se trouve très vite rejetée par tout le monde à cause de son apparence. L'histoire, elle raconte donc les conséquences de cette expérience, autant pour le créateur que pour la créature. Bon, je vous en ai un peu parlé dans l'intro, mais mon objectif créatif dans cette vidéo, il est un peu inédit. Parce que quand je travaille sur un film, je suis jamais amenée à créer l'identité visuelle marketing d'une œuvre. Ça, c'est plutôt les agences ou les productions qui s'en chargent, et absolument pas l'équipe déco. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de me prêter à cette pratique, alors allons-y. Étape numéro 1, on liste toutes les recherches graphiques dont on va avoir besoin et qui vont potentiellement figurer dans la fiche.
Et pour ça, il est intéressant de revenir sur qu'est-ce qui fait une vraie affiche de cinéma. Une affiche de film, c'est pas juste une jolie image. Elle a des codes, des règles et surtout des intentions. Elle doit intriguer, donner envie et parfois même déranger, mais surtout faire ressentir quelque chose. Et pour ça, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve systématiquement dans les affiches. La première, c'est l'accroche visuelle. C'est ce qu'on voit en premier. Souvent, c'est le personnage principal de l'histoire ou un symbole fort du film. Dans Le Labyrinthe de Pan, par exemple, la créature du faune au centre du cadre crée immédiatement le mystère. Elle montre pas tout, mais elle fait ressentir la peur, le fantastique et la fascination à la fois. Ensuite, on a la composition. C'est l'équilibre entre les formes, les lignes, les vides et les pleins. Ce qui guide le regard du spectateur et qui raconte l'histoire. Chez Guillermo del Toro, la symétrie, les cadres architecturaux et les diagonales sont partout. On continue avec la typographie. Elle traduit le ton du film. Que ce soit une comédie, un drame ou un film fantastique, ils auront jamais la même approche. Dans The Shape of Water, la typographie est fine et élégante, alors que pour Hellboy, au contraire, elle est massive et anguleuse. Ça traduit parfaitement le caractère du personnage principal. Ensuite, on a l'ambiance colorimétrique, parce que ce sont les couleurs qui installent immédiatement le genre. Un bleu froid qui inspire la mélancolie, un rouge profond l'intensité ou la passion, et un vert terne la maladie ou le désespoir. Chez Del Toro, on retrouve souvent ces teintes organiques et brumeuses à la fois. On finit avec les informations obligatoires. C'est la partie la plus technique. On va avoir le titre, les logos, les noms des comédiens et le billing block. J'adore ce mot, le billing block. C'est le petit texte en bas de l'affiche qu'on peut jamais lire avec les crédits et les logos de production. On part donc sur un petit brainstorming pour rassembler toutes nos idées. La créature, j'ai plus envie de la suggérer que de la montrer frontalement, que sa présence elle soit subtile et pas placée pour sa monstruosité. J'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle Del Toro est attaché, qu'on voit pas ces créatures comme des bêtes d'horreur, mais plutôt comme des âmes tragiques. Alors je sais pas encore si ça va se retranscrire avec des vêtements qui le cachent, ou alors par le fait qu'on voit pas son visage, mais ce que je veux surtout pas, c'est qu'on tombe dans le cliché de Frankenstein avec des coutures apparentes sur son visage, quoi. Bien sûr, il va falloir que cette affiche elle soit vivante avec de la texture. J'ai aussi envie d'une typographie très incarnée, je veux qu'elle soit patinée et usée, mais sans pour autant être illustrative. Et comme c'est un roman épistolaire, j'ai envie de faire un clin d'œil à la calligraphie, mais je sais pas encore celle que je vais utiliser entre l'anglaise ou la gothique. Ce qu'il faut se dire, c'est que je vais avoir une grosse difficulté dans la création de mon affiche, parce que pour ne pas me faire spoil sur l'ADN qui a été créé du film, je m'interdis de regarder la bande-annonce ou les images qui sont déjà sorties de Netflix. Normalement, je pense que j'aurais directement eu les images du shooting ou les images du film pour créer mon affiche, mais là encore, je trouvais ça trop facile, donc on va devoir se débrouiller et partir d'une feuille totalement blanche. Le moment que j'ai choisi d'illustrer dans l'affiche, c'est le premier affrontement entre Victor et la bête dans cette mer de glace. C'est la scène qui m'a le plus marquée dans tout le livre, tant la tension entre les deux êtres qui se font face est palpable. J'aime bien commencer par chercher la composition, je trouve que c'est ce qui va guider tous mes choix et qui va gérer l'équilibre de l'affiche. Pour ça, je vais venir faire des croquis extrêmement schématiques, juste pour imaginer les placements de chaque chose et je choisis celle qui je trouve fonctionne le mieux. En fait, c'est un peu comme une scène de théâtre figée. Tout repose sur les gestes, les positions, les lumières et les vides. Et c'est aussi à ce moment-là que je décide du rapport d'échelle qu'il y a entre les personnages. D'un côté, on a la créature immense et imposante. Elle serait sereine, très droite, comme si elle était prête et qu'elle avait pas peur. Et de l'autre, l'homme, réduit, affaissé, une arme à la main. En fait, je veux qu'on se demande qui est le vrai monstre dans l'histoire, mais aussi qu'on comprenne la solitude qu'ils ressentent chacun, seul dans cette immensité glaciale. C'est fou ce que j'aime la calligraphie, en plus le côté vibrant et imparfait, je trouve que ça correspond parfaitement à cet univers. Du coup, je me suis arrêtée sur une idée que j'aime beaucoup, mélanger la gothique et l'anglaise. Symboliquement, je trouve que c'est la rencontre entre la brutalité et la sensibilité. On a la gothique avec ses formes rigides, anguleuses, presque gravées dans la pierre, et l'anglaise, au contraire, avec ses courbes et ses pleins et déliés qui apportent l'humanité, la fragilité et l'émotion. Pour faire ça, je me suis préparé 2 planches avec la calligraphie gothique et la calligraphie anglaise, et je viens essayer de mixer les deux. Pour cette partie, je vais utiliser Firefly pour générer certaines images dont j'ai besoin. Et ça tombe bien parce que c'est la Adobe Community Team qui m'a contactée pour que je vous montre un petit peu comment j'utilise l'IA dans mon travail. Alors merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors pas de panique pour les sceptiques, c'est absolument pas pour venir créer l'affiche en entier que je vais utiliser Firefly, mais pour fabriquer des éléments précis
que je trouvais pas ailleurs, de la même manière que je prendrais des photos sur Adobe Stock ou des sites de photos libres de droit. Pour ça, je viens commencer par générer plusieurs paysages enneigés. En fait, je voulais un lieu immaculé, rempli de neige, avec en arrière-plan une ligne de montagne qui pourrait évoquer une certaine symétrie dans ma composition. Le but, ça va être d'en récolter un maximum pour venir piocher ce qui m'intéresse dans chacune des images. Ça peut être le ciel d'un côté, la montagne d'une autre image ou alors la texture du sol. C'est exactement la même logique qu'un photomontage, sauf que là je crée mes propres stocks et mes textures. Une fois que j'ai toutes mes images, c'est maintenant que le vrai travail commence. Direction Photoshop, j'assemble, je recrée les textures manquantes, je réharmonise les couleurs pour que tout fonctionne ensemble. J'en profite aussi pour ajouter ma typographie que j'ai scannée et je viens retravailler ses défauts et ses textures. Je veux qu'elle se fonde dans le décor et qu'on ressente encore cette idée d'opposé, mais je veux aussi sentir le mouvement, le froid ambiant et le fait qu'elle soit abîmée, comme si elle avait survécu au temps et au froid. J'ajoute les dernières informations, le logo, le building block et je crois qu'on y est. Avant de vous laisser avec le résultat, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!